Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cachée dans l'ombre de la grotte de Bruniquel, dans le sud-ouest de la France, se cache une énigme qui captive la communauté scientifique depuis des années. Dans un coin reculé de cette grotte sombre, les chercheurs sont tombés sur une merveille architecturale, un anneau de stalagmites méticuleusement disposé en un cercle parfait. Ces piliers de pierre, érigés avec une précision qui a résisté à l'épreuve du temps, datent d'environ 175 000 ans, laissés par les mains d'une civilisation préhistorique. Ils jettent un nouvel éclairage sur les profondeurs de l'histoire humaine, nous incitant à reconsidérer nos hypothèses sur nos ancêtres. Le placement soigné des stalagmites évoque les images d'une société capable d'une pensée complexe et d'une expression symbolique bien avant l'existence de l'homme moderne. Les théories sur le but de ce cercle de pierre varient. Certains y voient un site spirituel ou cérémonial, un sanctuaire où se pratiquaient d'anciens rituels. D'autres spéculent sur une fonction plus pratique, comme un calendrier astronomique primitif, éventuellement utilisé pour suivre les cycles de la Lune. Quelle que soit la véritable signification de ce cercle, il est indéniable que les premiers humains qui ont créé cette structure possédaient une intelligence et une créativité remarquables. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. La pierre de Cocknoe, située dans le West Dumbartonshire en Écosse, est un site archéologique présentant des marques complexes de coupes et d'anneaux. Découvert en 1887, il est considéré comme le plus bel exemple d'art rupestre de l'âge du bronze en Europe. Il contient plus de 90 marques de coupes sculptées, y compris des marques de coupes et d'anneaux remontant à 3000 ans avant Jésus-Christ. En raison d'actes de vandalisme répétés et de personnes marchant sur la pierre de Cocknoe dans les années 1960, les archéologues ont décidé de l'enterrer en 1964. Depuis, la pierre est restée sous terre, désormais recouverte de végétation et entourée d'arbres. Entre-temps, la signification originelle des gravures sur la pierre de Cocknoe a été perdue. Certains suggèrent que les inscriptions formaient une forme d'écriture ancienne, tandis que d'autres suggèrent une signification religieuse ou spirituelle, des bornes limites, des cartes des étoiles ou simplement des éléments décoratifs. La présence des sculptures à proximité des cairns, des tumulus, des menhirs et des cercles de pierre suggère un lien possible avec les pratiques funéraires, les croyances sur les ancêtres et l'au-delà. De plus, le placement stratégique de la pierre sur un affleurement rocheux pour offrir une vue ininterrompue sur le paysage environnant laisse entrevoir une éventuelle signification rituelle ou religieuse. En 2014, une équipe de bûcherons de Lumbee, en Colombie-Britannique, est tombée sur une relique effrayante de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un ballon piégé japonais qui a mis en lumière un chapitre peu connu de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise a mis au point un plan unique et audacieux pour attaquer les États-Unis à l'aide de ballons piégés. Ces gros ballons remplis d'hydrogène ont été lancés depuis le Japon avec l'intention de suivre le courant G à travers l'océan Pacifique et d'atteindre l'Amérique du Nord. Les ballons étaient équipés de bombes incendiaires destinées à déclencher des incendies de forêt et à semer la panique au sein de la population. Le ballon découvert à Lumbee avait réussi à parcourir des milliers de kilomètres et à atterrir à la cime des arbres où il est resté caché pendant des décennies. Les bûcherons, ignorant la signification historique du ballon, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ballon météorologique ou d'un débris provenant d'une récente tempête. Cependant, après une inspection plus approfondie, ils ont réalisé sa véritable nature et ont alerté les autorités. Les experts ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien d'une arme japonaise. En 2022, une équipe d'archéologues allemands et kurdes a découvert une ville vieille de 3400 ans qui faisait autrefois partie de l'empire Mitanni, située le long du Tigre en Irak. La cité a été révélée lorsque le niveau des eaux a baissé rapidement en raison d'une sécheresse extrême dans la région, faisant remonter la cité à la surface des eaux du réservoir de Mossoul. La ville aurait été un centre important de l'empire Mitanni qui s'étendait sur une partie de la Syrie, de l'Irak et de la Turquie actuelle. La ville comprend un palais et plusieurs grands bâtiments, dont une fortification massive avec des murs et des tours, un entrepôt monumental et un complexe industriel. Les chercheurs ont également découvert 5 récipients en céramique contenant des archives de plus de 100 tablettes cunéiformes. Ces tablettes cunéiformes datent de la période assyrienne moyenne, peu après qu'un tremblement de terre a détruit la ville en 1350 avant Jésus-Christ. L'équipe archéologique a mené des fouilles de sauvetage conjointes sur le site en janvier et février 2022.
Ils étaient soumis à une énorme pression temporelle pour fouiller et documenter des parties de la grande ville importante aussi rapidement que possible avant qu'elle ne soit à nouveau submergée. C'est sûrement l'une des expériences les plus bizarres que nous ayons rencontrées sur lesquelles travaillent les scientifiques. Ils ont réussi à modifier des chèvres qui peuvent produire de la soie d'araignée. La soie d'araignée est l'une des substances organiques les plus solides que nous ayons jamais découvertes ou connues. Des scientifiques de l'université américaine de l'Utah ont réussi à créer des chèvres capables de produire ce type de lait. Elles peuvent produire de la soie d'araignée grâce à une protéine supplémentaire dans leur lait. Pour ceux qui l'ignorent, la soie d'araignée est très utile en médecine en raison de sa résistance et de son élasticité. Elle est également très utile pour la production de ligaments artificiels, de sutures oculaires, de réparation de mâchoires, etc. En outre, elle peut également être utilisée dans un processus de fabrication d'airbags de voitures améliorés et de gilets pare-balles. Il faut beaucoup de filage pour produire la quantité requise de soie d'araignée. Mais avec les chèvres modifiées, c'est devenu beaucoup plus facile. Avez-vous déjà été dans un laboratoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En 2003, une découverte spectaculaire a été faite sous le temple du serpent à plumes, plus connu sous le nom de temple de Quetzalcoatl, à Teotihuacan, au Mexique. Après de fortes pluies, une fissure est apparue dans le sol près du temple. Cela a conduit l'archéologue Sergio Gomez et son équipe à un système de tunnels cachés. Le tunnel se trouve à environ 14 mètres sous terre, s'étend sur environ 100 mètres et se termine par plusieurs chambres. Un puits vertical de 5 mètres sur 5 a permis aux chercheurs d'y accéder. Des indices suggèrent que le tunnel a été délibérément scellé il y a environ 1800 ans. À l'intérieur, de mystérieuses figurines ont été découvertes, certaines décorées d'objets en pierre verte et de miroirs en minerai de fer. Elles représentent probablement des dieux ancestraux ou des figures de la création. Les archéologues ont également découvert des colliers faits de dents humaines, probablement utilisés lors de rituels. Le plus étonnant, peut-être, fut la découverte de bassins de mercure liquide, un phénomène extrêmement rare dans les rituels mésoaméricains. Ils symbolisaient peut-être des rivières ou des lacs souterrains. Au total, plus de 100 000 artefacts ont été retrouvés, dont du jade, de l'obsidienne, des coquillages et d'autres matériaux précieux. Le temple est célèbre pour ses sacrifices humains, les restes de plus de 200 personnes ont été retrouvés sous ses pieds, probablement sacrifiés lors de cérémonies honorant les dieux ou l'élite dirigeante. La pierre de Scone est un symbole séculaire de la monarchie écossaise et l'un des objets historiques les plus emblématiques des îles britanniques. Elle a été utilisée pendant des siècles lors des cérémonies de couronnement des rois écossais puis britanniques. Datant probablement du 9e siècle, la pierre était traditionnellement conservée à l'abbaye de Scone, dans le Perthshire, en Écosse. La légende attribue ses origines à des origines encore plus anciennes, certaines histoires suggérant qu'elle proviendrait de Terre Sainte ou qu'il s'agirait de la pierre de l'oreiller de Jacob biblique. En 1296, le roi Édouard Ier d'Angleterre envahit l'Écosse et emporta la pierre à l'abbaye de Westminster à Londres, symbole de la domination anglaise. Il la plaça sous la chaire du couronnement où elle resta pendant plus de 700 ans. Depuis lors, chaque monarque anglais puis britannique a été couronné assis au-dessus de la pierre de Scone. Le jour de Noël 1950, 4 étudiants écossais volèrent la pierre à l'abbaye de Westminster dans un acte nationaliste audacieux. Lors du vol, la pierre s'est brisée en deux, mais elle a été réparée plus tard et restituée à l'abbaye en 1951. Avebury, situé dans le Wiltshire en Angleterre, abrite l'un des plus grands cercles de pierre d'Europe. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site se compose de 3 grands cercles de pierre entourant le village d'Avebury. Certaines pierres du cercle pèsent plus de 40 tonnes et atteignent jusqu'à 5,5 mètres de haut. Le cercle de pierre d'Avebury a été construit au néolithique entre 2850 et 2200 avant Jésus-Christ. Les bâtisseurs ont creusé à 11 mètres de profondeur dans la craie naturelle, utilisant des bois de serre comme principaux outils. Ce procédé a permis de créer un talus de 9 mètres de haut et un fossé extérieur autour du cercle. À l'instar de Stonehenge, Avebury aurait joué un rôle religieux ou cérémoniel important pour les communautés néolithiques. Cependant, malgré sa taille impressionnante et son importance historique, il reste moins connu que Stonehenge. Caché dans les majestueuses Alpes autrichiennes, Einsriethenwald se révèle comme un royaume d'hiver éternel et de secrets cachés.
Découverte en 1879, cette grotte de glace est connue comme l'une des plus grandes de son genre, un pays des merveilles de formation de glace scintillantes et d'œuvres d'art naturelles à couper le souffle. Mais derrière cette beauté sereine se cachent des histoires qui donnent des frissons dans le dos. Des murmures d'entités surnaturelles et d'esprits invisibles remplissent l'air froid de ces salles glacées. Que ces récits soient enracinés dans l'imagination ou contiennent un noyau de vérité, ils ajoutent une couche de mystère à cette grotte déjà intrigante. Les visiteurs parlent souvent d'une atmosphère inquiétante qui enveloppe la grotte, du sentiment de ne pas être seul dans les vastes couloirs gelés. Eidsiersvold n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi une toile pour la riche tapisserie d'histoires et de légendes qui fascinent l'humanité depuis des siècles. Vetuvankoil est un temple creusé dans la roche situé à Kalugumalai, une ville de l'état du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. Ce temple a été construit au 8e siècle après Jésus-Christ et était dédié au dieu hindou Shiva. Il a été construit par la dynastie Pandya, également connue sous le nom de Pandyas de Madurai. Les Pandyas régnaient sur des territoires importants, notamment certaines parties du sud de l'Inde actuelle et du Sri Lanka, avec leur capitale à Madurai. La partie supérieure du temple présente des sculptures complexes de divers Parsava Devatas, les divinités associées de Shiva. Il s'agit notamment d'Uma, la déesse de la fertilité, de l'amour, de la beauté, du mariage et des enfants, ainsi que de Nandi, la divinité gardienne de Kailasa, la demeure du seigneur Shiva. Selon la légende, la construction de Vetuvankoil serait née de la rivalité entre un père et son fils, tous deux sculpteurs talentueux. Le père a construit le Vetuvankoil, tandis que le fils a construit un sanctuaire pour Murugan. Le fils s'est moqué de son père, affirmant que le Vetuvankoil ne serait jamais achevé. Enragé, le père assassina son fils et affligé, il abandonna le temple, le laissant inachevé. Une autre version de la légende suggère que le père essayait de transmettre les compétences du métier à son fils. Alors que son fils désobéissait aux ordres de son père et commençait à sculpter à l'intérieur de la chambre intérieure, cela entraîna la mort du fils aux mains de son père. Les arbres cicatriciels autochtones sont des arbres anciens dont le tronc porte des cicatrices distinctives, créées par les indigènes australiens comme moyen d'expression culturelle et pratique. Ces cicatrices ont été faites en enlevant soigneusement des parties d'écorce ou de bois de l'arbre à l'aide d'outils tels que des haches en pierre. Les communautés aborigènes utilisaient ces arbres à diverses fins, notamment pour marquer des sites cérémoniels et sacrés, indiquer la présence de sources d'eau ou servir d'aide à la navigation. Les cicatrices ont souvent une signification spirituelle et représentent des histoires ancestrales ou des événements culturels importants. Ces types d'arbres se trouvent principalement dans le sud-est de l'Australie, où cette pratique était la plus répandue. Ils témoignent du lien profond entre les aborigènes et la terre et constituent un lien tangible avec leur riche héritage culturel et leurs coutumes traditionnelles. Aujourd'hui, ces arbres sont reconnus comme des repères culturels importants et sont protégés en tant qu'éléments du patrimoine culturel australien. Les 12 statues de Bouddha ont été découvertes dans le fleuve Yangtze, dans le sud-ouest de la Chine, en raison de la sécheresse et de la canicule. Les statues ont été découvertes sur la partie la plus haute d'une île récifale appelée Foyeliang à Chongqing. L'une des statues représente un moine assis sur un piédestal en forme de lotus. Le fleuve Yangtze est le 3e plus long fleuve du monde et une source d'eau vitale pour la Chine, fournissant de l'eau potable à près de 400 millions de personnes. La baisse du niveau des eaux a provoqué l'assèchement de 66 rivières dans 34 provinces de Chongqing. Elles ont également attiré l'attention des passionnés et des touristes. Gu Yunfeng, un homme qui a entendu parler de l'émergence de l'île autrefois submergée, a décidé de nager jusqu'à l'île pour voir les statues vieilles de 600 ans. Il a déclaré « Je ne pense pas que nous pourrons revivre cela une fois que le niveau de l'eau aura baissé, alors je suis venu ici pour le voir. C'est une culture que nos ancêtres nous ont léguée. » L'avenir est là, et plusieurs scientifiques créent des micropuces qu'ils peuvent implanter dans votre corps. Dans certains pays, par exemple en Suède, la micropuce est même déjà testée sur certaines personnes. Pouvez-vous imaginer entrer dans un magasin sans carte bancaire et pouvoir utiliser votre main pour payer? Cela peut sembler une idée cool et futuriste, mais pour certaines personnes, c'est plutôt choquant. À propos, saviez-vous que la première puce électronique a été implantée en 1998? Cette technologie n'était pas accessible au grand public. Mais aujourd'hui, vous pouvez facilement vous faire implanter une micropuce sous la peau si vous le souhaitez.
La première entreprise à proposer ce type de service est une société britannique appelée Walletmore. La société mentionne que la micropuce est super légère puisqu'elle pèse moins d'1 gramme et est légèrement plus grande qu'un grain de riz. Que pensez-vous de la micropuce? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Combien de fois les ouvriers du bâtiment doivent-ils rentrer chez eux parce qu'un serpent géant apparaît sur un chantier? Même une fois, c'est déjà trop, mais en Malaisie, cela s'est produit plus d'une fois. En 2016, sur un chantier de construction à Payaterubong, sur l'île de Penang, un énorme python réticulé a été découvert. Il a peut-être battu le record du plus long serpent jamais capturé. On estime qu'il mesure environ 8 mètres de long et pèse 250 kg. Cette espèce est déjà connue comme le plus long serpent du monde et est originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est. Les pythons réticulés peuvent ouvrir leur mâchoire suffisamment pour avaler un humain. Et ce n'est pas le seul incident. En 2021, 2 autres pythons géants ont été découverts sur un chantier de construction à Kampung Gong Nangka. L'un pesait 100 kg et l'autre 250 kg. Les secouristes ont dû lutter pour extraire les serpents de la boue et les hisser sur un camion. Parallèlement, au Brésil, en 2016, des ouvriers du bâtiment ont eu le choc de leur vie lors de travaux sur le barrage de Belo Monte dans l'état du Pará. Après une explosion contrôlée, ils ont découvert dans une grotte un anaconda géant estimé à 400 kg, mesurant environ 10 mètres de long et 1 mètre de large. Les momies du Tarim sont des restes humains momifiés naturellement découverts dans le bassin du Tarim, dans l'actuel Xinjiang, en Chine. Datant d'environ 2000 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ, ces momies sont remarquables par leur conservation exceptionnelle et la richesse de leurs vêtements. Leurs caractéristiques typiquement européennes ont suscité un débat sur les anciens schémas migratoires et les échanges culturels en Asie centrale. Les momies ont été découvertes à divers endroits du bassin du Tarim, notamment à Karigoul, Xiaohe, Tsubeshi et Sherchen. Nombre d'entre elles étaient exceptionnellement grandes, certaines mesuraient plus d'1,80 m et avaient les cheveux clairs et les yeux enfoncés, des traits associés aux anciennes populations européennes. Des études génétiques montrent qu'elles appartenaient à une population d'ascendance mixte. Certains chercheurs les relient aux Tochariens, un peuple indo-européen qui vivait autrefois dans la région. Il est intéressant de noter que les premiers habitants du bassin du Tarim présentent peu de similitudes génétiques avec les populations modernes d'Asie de l'Est, ce qui suggère une voie migratoire distincte. Certaines momies portaient des vêtements ressemblant aux tartans écossais et des objets tels que des équipements pour chevaux, des masques en bois et du cannabis suggèrent des pratiques rituelles ou spirituelles. Masuda no Iwafune est une mystérieuse structure de pierre située sur une colline à Asuka, au Japon. Elle mesure environ 11 mètres de long, 8 mètres de large et 4,7 mètres de haut, et son poids est estimé à environ 800 tonnes. Cependant, sa fonction et ses origines restent un mystère. Plusieurs théories tentent d'expliquer son existence, mais aucune n'a été définitivement prouvée. Certains chercheurs pensent qu'il aurait été sculpté par des bouddhistes à des fins religieuses ou cérémonielles, la région abritant de nombreux temples et sanctuaires bouddhistes. Cependant, le style et la construction de Masuda no Iwafune ne ressemblent pas à ceux des autres monuments bouddhistes connus. La structure est en granit massif et présente une surface supérieure plane, percée d'une rainure peu profonde et de 2 trous carrés. Malgré son caractère énigmatique, elle continue d'attirer visiteurs et explorateurs fascinés par sa taille imposante et son origine inconnue. Cachée dans la jungle dense de Thaïlande se trouve la mystérieuse grotte de Naka, un lieu abritant de redoutables habitants, le tristement célèbre Cobra Monocle. Ces serpents venimeux sont passés maîtres dans l'art du camouflage et de la létalité et ont fait de la grotte leur royaume. Il est fortement conseillé aux visiteurs d'être prudents, de réfléchir à chaque étape et surtout de ne pas provoquer les cobras. Mais la véritable terreur de Naka Cave ne réside pas seulement dans la présence de ces gardiens venimeux. Selon d'anciennes légendes, se cache dans les ombres les plus profondes de la grotte une créature si mythique qu'elle en est presque incroyable, un serpent géant, gardien d'un monde souterrain qui n'est pas de ce monde. Ceux qui prétendent avoir vu le monstre parlent d'une créature avec la circonférence d'un tronc d'arbre et des yeux qui brillent comme des charbons ardents. Doté d'une pochette suffisamment grande pour transporter un humain adulte, le diprotodon, un marsupial étroitement apparenté au wombat moderne, a la particularité d'être le plus grand marsupial connu de tous les temps. En 2012, une découverte importante a été faite en Australie, un charnier contenant environ 50 squelettes de diprotodon.
Cette découverte offre des informations précieuses sur l'extinction de ces wombats géants préhistoriques et leur coexistence avec les peuples autochtones d'Australie. Diprotodon était autrefois répandu dans toute l'Australie et a coexisté avec les populations indigènes pendant des milliers d'années avant de disparaître il y a environ 25 000 ans. Ces marsupiaux étaient herbivores et se nourrissaient principalement de plantes. Les raisons exactes de leur extinction restent floues, malgré leur cohabitation avec les autochtones depuis plus de 20 000 ans. Le charnier des squelettes de Diprotodon a été découvert sur le site minier de South Walker Creek, dans le centre du Queensland, par le peuple Barada Barna. On pense que ces anciennes créatures ont péri après avoir été piégées dans un marais. Aux côtés des squelettes de Diprotodon, des restes d'autres espèces disparues ont également été découverts, notamment des mégalania, d'énormes lézards et des crocodiles géants. En 2019, une découverte intrigante a été faite dans la maison historique Overfelt Johnstone à Independence, dans le Missouri. Il s'agissait d'un boulet de canon datant de la guerre civile américaine, logé dans un noyer de la propriété. L'incident remarquable s'est produit lors de l'abattage de l'arbre massif, qui avait succombé à la maladie. Pendant le fendage des troncs, Jeff Eastham, propriétaire de Jeff Tree Service, a vu le boulet tomber au sol. Lorsque le boulet est resté sur place, Jeff a enfin poussé un soupir de soulagement. La présence du boulet dans l'arbre suggère un lien historique fascinant avec l'époque de la guerre civile américaine. Pendant la guerre de sécession, Independence dans le Missouri était un lieu stratégique important. La région a été le théâtre de plusieurs affrontements militaires et a été occupée à la fois par les forces de l'Union et les forces confédérées à différents moments. Le boulet de canon logé dans le noyer est peut-être un vestige d'une bataille ou d'une escarmouche qui s'est déroulée à proximité. À Québec, on a déjà trouvé un boulet de canon dans un orme d'Amérique. Croyez-le ou non, les militaires sont si souvent sollicités pour enlever des boulets de canon qu'ils estiment recevoir entre 60 et 70 appels par an. Vous êtes-vous déjà demandé comment les soldats romains vivaient autrefois? Le réservoir das Conchas, en Espagne, a été créé en 1948 par l'inondation de la colonie romaine, connue sous le nom d'Aquis Querquenis. Alors que certaines parties de l'établissement étaient occasionnellement visibles tout au long de l'année en fonction de la montée et de la descente des eaux, la sécheresse récente a rendu l'ensemble du site archéologique visible pour la première fois depuis des dizaines d'années. Construit en 75 après Jésus-Christ et abandonné vers 120 après Jésus-Christ, le village a servi de fort temporaire et de renforcement militaire pendant que les Romains construisaient la Via Nova, une route située à proximité. Perdu dans l'histoire, le site a été redécouvert dans les années 1920 par un archéologue local qui a entamé des fouilles. Cependant, lorsqu'une centrale hydroélectrique a été construite en aval, le site a été inondé et transformé en réservoir. Parmi les autres découvertes faites sur le site figurent les vestiges d'un bain romain, d'un temple et d'une grande zone résidentielle. Le site contient également plusieurs structures défensives, notamment des murs et des tours, ce qui indique que le village était fortement fortifié. Avez-vous déjà entendu parler de l'hybride humain-animal? Dren est un personnage fictif qui a été représenté dans le film Splice du réalisateur Vincenzo Natali. Dren est un hybride humain-animal créé par deux jeunes scientifiques à l'aide d'une technologie expérimentale. Ce film a reçu des critiques très positives, car il montre ce à quoi la technologie et la science expérimentale peuvent mener. On peut dire que ce qui se passe dans ce film donne la chair de poule. Mais saviez-vous que dans la vie réelle, des scientifiques travaillent également sur des hybrides humains-animaux? Cela peut sembler incroyable et effrayant, mais c'est vraiment vrai. Il a récemment été annoncé que des scientifiques avaient réussi à créer des hybrides mi-homme, mi-singe. Cela a été possible grâce à une expérience au cours de laquelle des cellules souches humaines ont été injectées dans des embryons de macaques, une espèce de primate de l'ancien monde. En 2016, une demeure de Miami Beach, ayant appartenu au célèbre baron de la drogue colombien Pablo Escobar, a été démolie. Et, comme prévu, un coffre-fort scellé était dissimulé parmi les décombres. Escobar avait acheté la propriété en mars 1980 pour environ 762 500 $. La maison était connue pour ses pièces secrètes et ses compartiments secrets où il cachait une partie de son immense fortune acquise grâce au trafic de cocaïne via le cartel de Medellín. Le coffre-fort a été découvert par son actuel propriétaire, Christian de Berdouard, fondateur de la chaîne de restaurants Chicken Kitchen. Le plus intriguant de cette découverte était que personne ne savait ce qu'il contenait. Il a été transporté en lieu sûr pour être ouvert ultérieurement en présence d'une équipe de tournage filmant la vie d'Escobar.
La villa était bien plus qu'une maison de vacances. C'était un lieu de stockage de drogue et d'argent et un symbole du pouvoir d'Escobar au sommet de son empire criminel. Le couvercle du sarcophage de Palenque est un couvercle en pierre sculpté provenant de la tombe du roi Pacal, découvert dans le temple des inscriptions sur l'ancien site maya de Palenque, au Chiapas, au Mexique. Datant du 7e siècle de notre ère, il est célèbre pour ses gravures complexes et la théorie controversée selon laquelle il représenterait un ancien astronaute. La sculpture représente un personnage allongé, probablement le roi Pacal, dans une pose évoquant celle d'un pilote de vaisseau spatial ou d'une machine. La tête du personnage semble reliée à des tubes ou à des serpents que certains interprètent comme des appareils respiratoires ou une technologie de l'ère spatiale. Autour du personnage se trouvent des symboles et des images complexes, certains évoquant des motifs cosmiques ou astronomiques. Cette théorie a été popularisée par l'auteur Erich von Däniken dans son livre de 1968, Les chariots des dieux. Selon cette interprétation, les Mayas, comme d'autres civilisations anciennes, pourraient avoir eu des contacts avec des êtres extraterrestres avancés. Les partisans de cette théorie affirment que les images sur le couvercle représentent des tubes, des casques et des formes similaires aux composants d'une combinaison spatiale ou d'un vaisseau spatial. La statue de Ramsès II au Ramesséum est un monument impressionnant qui reflète la grandeur et la puissance de l'Égypte antique. Cette statue colossale, pesant plus de 1000 tonnes, se trouvait à l'origine au Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II, sur la rive ouest du Nil, près de Luxor, en Égypte. Sculptée dans une seule pièce de granit rouge, la statue représentait Ramsès II assis sur un trône. Haute d'environ 20 mètres, elle était l'une des plus grandes statues de ce type de l'Égypte antique. Aujourd'hui, seuls des fragments de la base et du torse subsistent au Ramesséum. L'ingénieur italien Giovanni Belzoni a joué un rôle clé dans le déplacement d'une partie de la statue. En 1818, grâce à des techniques hydrauliques, il a transporté une tête de pierre de 7 tonnes de la statue à Londres, où elle est aujourd'hui exposée au British Museum sous le nom de Le Jeune même nom. Le Ramesséum était une merveille architecturale avec une statue de Ramsès II de 57 mètres de haut à l'entrée de son premier pylône. Il abritait également certaines des plus anciennes arches connues de l'histoire. Cette statue colossale fut érigée pour commémorer la victoire de Ramsès II sur les Hittites à la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ, le représentant comme un souverain bienveillant, un puissant guerrier et un dieu vivant. Entrée dans le monde obscur des Hellfire Caves à West Wycombe, en Angleterre, un lieu imprégné de légendes et de mystères. Créés au XVIIIe siècle, ces tunnels et chambres cachées servaient de refuge secret au célèbre Hellfire Club, un rassemblement d'élites qui se livrait à des rituels occultes et à des festivités effrénées. Dans les murs glaçants des grottes des flammes infernales, on dit que les échos du passé persistent encore. Les visiteurs parlent d'une atmosphère indubitable de peur et d'agitation qui hante les couloirs. Mais rien n'est plus troublant que l'apparition de la Dame Blanche, présence fantomatique qui erre dans l'ombre. Est-elle l'âme d'une femme perdue dans la tragédie entre ces murs de pierre, ou peut-être l'esprit d'une religieuse dont la vie a été brutalement ôtée par les membres du Hellfire Club? Quelle qu'elle soit, une rencontre avec la Dame Blanche laisse une impression indélébile, un souvenir qui reste longtemps après la sortie des grottes. La découverte d'un masque d'argile représentant un jeune homme dans le tumulus numéro 6 de Chestakovski a fasciné les archéologues russes. Fouillé en Khakassie en 1968, le masque s'est imposé comme une découverte remarquable parmi les personnes incinérées. La technologie des rayons X de l'époque faisait allusion à quelque chose d'inhabituel avec les os à l'intérieur de la tête en argile, mais une enquête plus approfondie était impossible sans détruire la relique. Des décennies plus tard, les scientifiques ont revisité le mystère et ont découvert que les os à l'intérieur du masque n'étaient pas humains, mais appartenaient plutôt à un bélier. Le masque est originaire de la culture Tagar, connue pour ses pratiques funéraires élaborées, telles que de grandes tombes contenant des centaines de corps incinérés. Les têtes des défunts étaient recouvertes d'argile pour créer de nouveaux visages sur leur crâne, souvent recouverts de gypse. Une théorie suggère que le peuple Tagar aurait pu utiliser les restes de bélier comme substitut symbolique d'un homme dont le corps a été perdu ou n'a pas pu être retrouvé.
Cela garantissait que l'individu pouvait faire son voyage vers l'au-delà aux côtés de ses pairs. Une autre théorie propose que le faux enterrement visait à donner à l'homme un nouveau départ ou un nouveau statut, symbolisé par le déguisement du bélier. Les béliers avaient une signification culturelle et religieuse importante dans l'Antiquité, comme le dieu égyptien Khnum, représenté comme un bélier. L'idée de transformer des arbres creux en bibliothèques enchanteresses a captivé l'imagination d'individus créatifs du monde entier. Ces structures uniques témoignent de la fusion harmonieuse de la nature et de la littérature, offrant une expérience magique aux amateurs de livres. L'histoire de Shara-Lee Armitage Howard, bibliothécaire à Cœur d'Allen dans l'Idaho, en est un exemple inspirant. Elle a redonné vie à un arbre de 110 ans dans son jardin en le transformant en une merveilleuse petite bibliothèque gratuite. Cette création a permis aux membres de la communauté d'échanger des livres et de développer un sentiment de camaraderie littéraire. De même, Sarah Sanders à Everett, dans l'État de Washington, s'est lancée dans un projet de création d'une bibliothèque dans un cèdre imposant de 36 mètres de haut situé dans son jardin. Il en résulte une magnifique bibliothèque arboricole qui est devenue un point de ralliement apprécié du voisinage. Il en existerait des centaines dans le monde. Ces dernières années, le plus grand lac d'eau douce de Chine, le lac Poyang, s'est progressivement asséché en raison de la faiblesse des précipitations et de l'impact du barrage des Trois Gorges. C'est ainsi que sont apparus les vestiges d'un pont en pierre datant de la dynastie Ming qui a régné sur la Chine entre 1368 et 1644. L'ancien pont, situé dans la province de Jiangxi, était entièrement fait de granit et mesurait environ 2930 mètres de long. On estime qu'il a près de 400 ans et qu'il a été construit pour faciliter le transport et le commerce dans la région pendant la dynastie Ming. On pense qu'il a été un lien crucial entre le nord et le sud de la Chine, reliant les provinces de Jiangxi et de Hubei. Le pont est également connu sous le nom de Grande Muraille de Pierre en raison de sa longueur et de sa construction impressionnante. Il a été construit à l'aide d'une technique unique dans laquelle les pierres de granit ont été assemblées sans ciment ni mortier. Cette technique spécifique était également couramment utilisée dans l'architecture chinoise ancienne. En outre, elle a été conçue pour résister aux inondations et aux autres catastrophes naturelles de la région. Certains scientifiques pensent que si l'on congèle le corps humain, il peut échapper à la mort. Mais s'agit-il seulement d'une idée tirée de films de science-fiction ou est-ce vraiment possible? Une femme du nom de Claire Riley a décidé d'enquêter et s'est rendue dans une installation cryogénique pour le découvrir. La principale question qui l'intéressait était la suivante. Peut-on endormir quelqu'un et le réveiller dans le futur? Eh bien, dans les films de science-fiction, c'est possible, et c'est l'une des théories les plus populaires. Selon certains articles, il existe des installations où vous pouvez être congelé pour environ 100 000 $. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a déjà plus de 200 personnes qui attendent d'avoir une seconde chance à la vie, même s'il n'y a aucune garantie. En 2015, une histoire remarquable et plutôt scandaleuse a émergé d'Israël. Lors de la construction d'un nouveau quartier résidentiel à Ashkelon, des entrepreneurs ont découvert un sarcophage romain vieux de 1800 ans. Mais au lieu de le signaler, comme la loi l'exige pour les découvertes archéologiques, les ouvriers ont pris une décision choquante. Ils ont tenté de l'extraire et de le dissimuler en secret. À l'aide d'un tracteur, ils ont arraché le lourd cercueil de pierre du sol, risquant de l'endommager. Ils ont ensuite dissimulé le sarcophage derrière des panneaux de bois et de métal, peut-être dans l'intention de le vendre plus tard en secret ou simplement pour éviter des retards de construction. Ce sarcophage est un exemple remarquable d'artisanat romain, orné de sculptures représentant des cupidons, des têtes de taureaux, la méduse, des couronnes de fleurs et probablement l'homme enterré à l'intérieur. Les archéologues pensent qu'il a été fabriqué pour une riche famille romaine. Qu'en pensez-vous ? Les papyrus d'Éléphantine comptent parmi les plus anciennes collections connues de manuscrits juifs remontant au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces documents proviennent d'une communauté juive vivant à Éléphantine, une île du Nil près de la frontière avec la Nubie. À l'époque, la colonie était connue sous le nom de Yeb. La présence juive à Éléphantine a probablement commencé vers 650 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Manassé de Juda. La communauté fonctionnait probablement comme une colonie militaire soutenant le pharaon Psamétique Ier dans ses campagnes contre la Nubie. Grâce au climat sec de la Haute-Égypte, de nombreux documents provenant des forteresses frontalières d'Éléphantine et de Syène, aujourd'hui Assouan, ont été remarquablement bien conservés.
Des centaines de papyrus ont été découverts, rédigés dans diverses écritures, notamment hiératiques, démotiques, araméens, grecs, latins et coptes. Ces textes comprennent des documents juridiques et des lettres couvrant près de 1000 ans, tels que des actes de divorce, des contrats d'émancipation d'esclaves et des accords commerciaux. Les papyrus offrent également un aperçu des pratiques religieuses de la communauté. Si certains documents font référence au culte du Dieu d'Israël, d'autres mentionnent des divinités locales, témoignant ainsi d'un environnement religieux syncrétique. Les monolithes de Tiwanaku en Bolivie sont un élément essentiel de l'ancienne civilisation Tiwanaku. Ces imposantes structures de pierre témoignent du savoir-faire architectural et de la maîtrise de la taille de pierre du peuple Tiwanaku. L'un des monolithes les plus célèbres est le monolithe de Bennett, qui mesure plus de 7 mètres de haut et pèse plus de 20 tonnes. Il se trouve dans le complexe des ruines de Tiwanaku, divisé en 2 musées et un site en plein air. Le monolithe, situé dans le premier musée, doit son nom à l'archéologue qui l'a découvert en 1932. Il est recouvert de gravures et de symboles complexes, toujours en cours d'étude et de déchiffrement. Une autre structure monolithique importante est la Porte du Soleil, une arche de pierre massive qui servait probablement d'entrée cérémonielle importante à l'ancienne cité de Tiwanaku. Le temple semi-souterrain, une cour en contrebas avec un axe nord-sud unique, contrairement à l'alignement est-ouest habituel de la plupart des structures, est entouré de piliers de pierre sculptés et de 175 têtes humaines sculptées incrustées dans ses murs. Caché dans les profondeurs de Zanjan, en Iran, se trouve un système de grottes qui abrite une découverte tout droit sortie d'un conte, les hommes saliers. Ces anciennes momies, mises au jour pour la première fois dans les années 1990, offrent un aperçu d'un monde oublié, parfaitement préservé par le temps grâce au sel qui les enveloppe. Ces hommes, qui auraient été mineurs à une époque bien antérieure à la nôtre, ont connu leur sort à cause d'un tremblement de terre soudain. Piégés par le destin, ils ont laissé derrière eux un héritage découvert des milliers d'années plus tard. Les cristaux de sel ont conservé les corps de ces mineurs dans un état qui semble presque aussi vivant qu'au jour du drame. Grâce aux hommes saliers, les archéologues ont acquis un aperçu unique de la vie quotidienne, des vêtements et même de l'alimentation des personnes qui vivaient dans l'ancienne Perse. Ces figures momifiées rappellent la vulnérabilité de l'existence humaine face aux forces implacables de la nature. En même temps, ils témoignent de la capacité de la nature à préserver ce qui autrement serait perdu avec le temps. Mahendra Parvata, l'une des premières capitales de l'Empire Khmer, a gagné le surnom de cité perdue. Les connaissances limitées sur cette ville antique proviennent d'inscriptions trouvées à d'autres endroits, l'emplacement réel restant insaisissable. Il est situé sur le plateau de Phnom Kulen à environ 48 km au nord de Siem Reap. Mahendra Parvata a posé un défi important aux chercheurs en raison de sa nature isolée et difficile d'accès, de sa végétation dense et des mines terrestres potentielles du régime des Khmers rouges. En 2019, une équipe internationale a dévoilé les résultats d'une campagne de recherche ambitieuse de plusieurs années, utilisant un balayage laser aéroporté et des relevés au sol pour l'identifier. L'équipe a cartographié un vaste réseau urbain remontant au 9e siècle sur le plateau de Phnom Kulen, au nord-est d'Angkor, l'importante capitale de l'Empire Khmer. Ils ont révélé un réseau urbain complexe s'étendant jusqu'à 50 km², avec un motif d'axe linéaire en forme de grille. L'ancien peuple khmer avait considérablement modifié le paysage, construisant des éléments tels que des étangs, des réservoirs, des canaux, des routes, des temples et des rizières. Il y a environ 2200 ans, à l'âge du fer, un groupe de Celtes a enterré une femme dans un arbre creusé dans ce qui est aujourd'hui Zurich, en Suisse. Les Celtes, un ancien groupe de personnes qui habitaient certaines parties de l'Europe, avaient des croyances culturelles et religieuses spécifiques. Ils pratiquaient souvent des rituels funéraires élaborés, accordant une attention particulière à l'emplacement du défunt et aux offrandes funéraires qui l'accompagnaient. La découverte de la femme enterrée dans un arbre creusé reflète les pratiques funéraires uniques des Celtes de l'époque. Le choix d'un arbre creusé comme lieu de sépulture peut avoir eu une signification symbolique et les Celtes les considéraient également comme sacrés. Ils étaient associés au concept de la vie, de la mort et du cycle de la nature. En plaçant le défunt à l'intérieur d'un arbre creusé, les Celtes pensaient faciliter le passage de la personne dans l'au-delà ou la relier au monde spirituel.
Vous avez entendu parler de Stonehenge en Angleterre, mais qu'en est-il de cette variante sous-marine située en Espagne? Des décennies de sécheresse ont ravagé la Terre, révélant quelque chose d'étrange à un moment donné. Un cercle de pierres préhistoriques, connu sous le nom de dolmen de Guadalperal, a émergé des eaux du réservoir de Valdecanas, dans la province espagnole de Cáceres. Le cercle est composé de dizaines de pierres mégalithiques et on estime qu'il date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Le site a été découvert par l'archéologue allemand Hugo Obermeier en 1926, mais a été submergé en 1963 dans le cadre d'un projet de développement national sous le régime de Francisco Franco. Depuis lors, le dolmen n'a été entièrement visible qu'à 4 reprises, la dernière fois en 2019. L'émergence du dolmen est considérée comme une rare opportunité pour les archéologues d'étudier le cercle avant qu'il ne disparaisse à nouveau sous l'eau. Il est également intéressant pour les touristes de visiter le site, alors si cela vous intéresse, réservez votre billet dès que possible. Les associations historiques et touristiques locales ont plaidé en faveur du déplacement des pierres, tandis que d'autres estiment que le dolmen doit rester à son emplacement actuel pour des raisons culturelles et historiques. En parlant de têtes multiples, la mini-hydre n'est pas la seule fois où des scientifiques ont mené une expérience pour qu'un animal ait plusieurs têtes. Cette histoire vient d'un scientifique soviétique nommé Vladimir Demikov qui a créé un chien à 2 têtes en 1954 et quand vous voyez les photos, cela semble très surréaliste. L'expérience réalisée par le savant fou était radicale pour de nombreuses personnes. Vladimir était un transplantologue et à un moment donné, il a commencé à transplanter des organes entre différents chiens. Son objectif était de transplanter la tête d'un chien dans le corps d'un autre chien et il a finalement réussi. 23 opérations ont été réalisées et son expérience est devenue très populaire. Ce qui est triste, c'est que le chien n'a vécu que 4 jours, même s'il pouvait manger et boire. À propos, saviez-vous que le chien à 2 têtes ayant vécu le plus longtemps aurait vécu 29 jours? Lors de la construction d'un parc solaire à Almendralejo, en Espagne, des ouvriers du bâtiment ont fait une découverte archéologique inattendue. Ils sont tombés sur les vestiges d'établissements de l'âge du cuivre, datant d'environ 5000 ans. Le projet a débuté en novembre 2021, mais des traces de la période chalcolithique ont rapidement émergé. L'entreprise énergétique Acciona Energia, qui supervisait le projet, a immédiatement fait appel à des archéologues pour examiner le site. Avec succès, les chercheurs ont découvert un imposant fort de près de 13 000 m², perché sur une colline connue sous le nom de Cortijo Lobato. Le fort était doté d'impressionnants murs de pierre et d'argile, de 3 douves profondes de plus de 2 mètres de large et d'une entrée de 70 cm de large. Le site fut habité pendant environ 400 ans avant d'être victime d'attaques ennemies. Malgré de solides défenses, dont 3 murs et 25 tours, des preuves ont montré qu'un incendie dévastateur marqua la fin de la colonie. La datation au carbone 14 des restes animaux découverts dans les couches de cendres suggère que l'incendie s'est produit vers 2450 avant Jésus-Christ. Le site resta ensuite abandonné pendant près de 2700 ans, ne retrouvant une activité qu'à la fin de la période romaine. La stèle des vautours est un ancien monument en calcaire de Mésopotamie, construit entre 2600 et 2350 avant Jésus-Christ. Il commémore la victoire militaire de la cité-État de Lagash sur sa rivale, Umma. Le monument présente une série de scènes de bataille et religieuses avec des représentations de vautours en évidence, d'où son nom. C'est un exemple de narration pictographique sumérienne en cunéiforme, combinant art visuel et texte pour transmettre des messages de puissance et de triomphe. Les images célèbrent non seulement le succès militaire, mais servent également de déclaration politique renforçant l'autorité du roi et Anatoum. Fait inhabituel, les vautours constituent un élément visuel central, rare pour un monument militaire. Ces oiseaux sont interprétés comme des symboles de mort et de destruction, rappelant aux spectateurs les terribles conséquences de la guerre. Si de nombreux monuments anciens soulignent la puissance et la gloire d'un souverain, la stèle des vautours souligne également le rôle d'une divinité protectrice, représentée encore plus grande que le roi. Aujourd'hui, seuls 7 fragments de la stèle originale subsistent, conservés au musée du Louvre à Paris. La stèle d'Aksum est une structure monumentale située dans la cité antique d'Aksum, en Éthiopie. Il s'agit d'un obélisque monolithique taillé dans une seule pierre. Fabriqué en phonolite, il mesure 24 mètres de haut et pèse environ 520 tonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes pièces de pierre jamais façonnées par l'homme. La stèle d'Aksum aurait été construite au IVe siècle après Jésus-Christ
par les habitants du royaume d'Aksum, une ancienne civilisation éthiopienne. Elle a probablement été sculptée sur place, car le transport d'une structure aussi imposante sur de longues distances aurait été extrêmement difficile. L'obélisque est orné d'éléments décoratifs, notamment de fausses portes à sa base et de fenêtres sculptées sur tous les côtés. La stèle d'Aksum fait partie d'un ensemble plus vaste de stèles présentes dans la ville. En 1937, elle fut emportée par l'armée italienne pendant l'occupation de l'Éthiopie. Cependant, en 2005, elle fut restituée à l'Éthiopie et officiellement réinstallée à Aksum le 31 juillet 2008. Avez-vous déjà fait une découverte effrayante? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.